Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc comme le disait Monsieur Thierry Darnaud, on a chacune des thèmes de thèse assez différents et on a trouvé ce sujet d'Alzheimer et intimité qui nous parle et qui nous lie. Donc chacune l'une après l'autre, on va à partir de notre pratique et de notre cadre d'intervention vous proposer une réflexion autour de ce thème. Donc pour ma part, je suis Vanessa Mamode, je travaille au sein d'une plateforme territoriale d'appui, donc dit PTA. C'est une structure en fait qui a pour principale mission de faciliter les parcours de santé et de favoriser l'autonomie des usagers de plus de 60 ans vivant à domicile. Et donc à ce jour, la mission première du psychologue travaillant au sein d'une PTA est une mission que l'on peut qualifier grossièrement d'appui aux professionnels et plus particulièrement d'appui à la mise en place de la coordination. Et c'est une mission que l'on observe très clairement dans les situations où une maladie de type Alzheimer est présente. J'y reviendrai. Donc en effet, à ce jour, il y a une évolution claire du public qu'accueillent les PTA, que les PTA accompagnent. C'est-à-dire que les personnes dites en situation complexe présentent de plus en plus de maladies neurodégénératives, avec donc des troubles du comportement, troubles cognitifs, psychologiques, psychiques, voire des troubles psychiatriques anciens, diagnostiqués ou non, traités ou pas. Et on observe également des proches ou aidants avec le même type de profil, donc forcément ce constat vient compliquer la mise en place de la coordination et le travail des professionnels, qui devient assez difficile, c'est parfois même mission impossible. Et c'est là que l'on entre en jeu, c'est-à-dire que l'intervention de la psychologue elle peut être sollicitée par les professionnels de la PTA, donc coordinateurs, gestionnaires de cas, médecins, et également par les professionnels extérieurs, ça peut être un infirmier, un gériatre, etc., lorsque ces derniers se sentent bloqués en fait. Donc généralement, la mise en place de la coordination autour d'une situation, elle présuppose un ou des événements qui peuvent s'avérer éprouvants pour le sujet. Ça peut être l'annonce d'une maladie avec la mise en place d'un diagnostic et ou d'un accompagnement, un deuil, une chute, des limitations fonctionnelles, etc. Ce qui est sûr, c'est que la personne ainsi que son entourage peuvent ainsi présenter une souffrance qui va engendrer des attitudes inhabituelles, paradoxales, entravant les ressources adaptatives. On peut observer du repli, de la confusion, de l'opposition. Et dans le contexte de la maladie d'Alzheimer plus particulièrement, on observe assez régulièrement un déni solide chez le conjoint, tout ça couplé à la nosognosie du patient qui vient fausser toute intervention. Donc ce qui est clair, c'est que ces personnes se sentent aux prises avec de l'angoisse de perte, de l'angoisse de séparation, de mort, et elles vont avoir besoin, je pense, d'une écoute attentive et spécialisée pour penser leur devenir, puisque mettre en route un processus de prise de décision, analyser les avantages, les inconvénients d'une aide, d'un relogement, d'un accueil dans une structure, va demeurer un cheminement assez compliqué si l'introduction d'un professionnel du soin psychique n'est pas envisagée. Et dans ce cadre, en tant que psy au sein de la PTA, je suis souvent sollicitée afin d'évaluer du coup les possibilités à travailler à la remobilisation des ressources adaptatives du sujet, à évaluer sa capacité à solliciter ou à accepter l'aide d'un réseau, qu'il soit amical, familial, social, associatif, etc. Et j'oriente ensuite, si besoin, vers une prise en charge adaptée. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'est pas rare que l'intervention des professionnels elle soit bloquée bien avant toutes ces considérations-là. Et pour une raison qui est bien plus primaire, c'est la difficulté un peu nécrosante, j'ai envie de dire, des sujets à se tourner vers l'extérieur. Alors, en travaillant au domicile, quel professionnel ne s'est pas déjà dit, mais comment ces personnes ont pu en arriver là avant de demander de l'aide, avant de solliciter un tiers? C'est assez stupéfiant parfois. Et c'est vrai que les sollicitations que nous recevons des professionnels avec qui nous travaillons ou de l'entourage révèlent clairement
une difficulté des sujets, comme je vous disais, à demander de l'aide, mais également à accepter les mains tendues. Et ça, malgré un apparent chaos et un fort besoin d'étayage. Donc forcément, il semble que nous arrivions de plus en plus tardivement dans l'histoire de vie des personnes, et mon expérience m'a montré que ces oppositions s'observent d'autant plus lorsqu'une maladie de type Alzheimer s'est insidieusement invitée dans la vie du sujet et, ou de son couple, avec tous les remaniements forcément que cela suppose. Merci. Mais du coup, on peut se demander qu'est-ce que ce constat vient nous dire. Pour moi, il pose clairement, il soulève la question de l'intimité, puisque la maladie d'Alzheimer, par ses diverses manifestations, qu'elles soient comportementales, psychologiques, cognitives, vient forcément bousculer le sujet dans son intimité. Que ce soit dans l'intimité de sa relation à lui-même, ou dans l'intimité de son couple, comme le développeront mes collègues en suivant, mais également dans l'intimité de son chez-soi. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare de se retrouver face à des proches aidants épuisés, puisque tenant à bout de bras une situation qui dure depuis plusieurs mois, voire des années, et refusant d'initier toute démarche, tout mouvement. Voilà, je pense à ces conjoints et conjointes qui sont pourtant souvent dans une plainte ouverte et assumée, mais qui bloquent totalement la situation. Ces personnes qui, entre guillemets, ne veulent pas ouvrir leurs portes. On peut se demander qu'est-ce qui se joue chez ces gens, pourquoi ? Si j'ouvre ma porte, j'accepte que l'autre voit ce que je me refuse à voir. Dans l'ambivalence qui est la mienne, je ne peux pas ouvrir cette porte si facilement. Si j'ouvre cette porte, j'initie un mouvement qui fera bouger ma réalité. Et je suis dans une situation qui me consume, certes, mais c'est bien ma réalité. Ma réalité, autant elle est douloureuse, autant elle est ce pont, ce fil un peu fragile qui me relie à un passé que je chéris, à l'idéal d'un présent, qu'une partie de moi sait pourtant déjà lointain. Mais si j'ouvre ma porte, ne suis-je pas à leur contraindre d'une certaine façon d'ouvrir la porte de la conscience, d'ouvrir la porte de ma conscience. Dès lors que je laisse cet autre pénétrer dans ce chez-moi, dans mon intimité, dès lors que je laisse son regard se poser sur ma situation et sur ma vie, il devient alors pour moi inévitable de regarder en face ce qui compose ma vie. C'est-à-dire que cet autre, à l'égal d'un... Il devient ce reflet un peu à l'égal d'un miroir dans lequel je ne peux que me regarder, je ne peux plus détourner le regard. Or, l'espace privé permet justement de définir ses propres frontières de l'intimité et par là même de maîtriser le regard des autres. En effet, un des intérêts de posséder son espace personnel réside dans le fait de pouvoir se mettre en retrait par rapport à l'extérieur et d'avoir la possibilité de réguler les interactions et les regards. C'est en fait la fonction interpersonnelle du concept d'intimité, ouvrir ou non les frontières qui délimitent son territoire. Donc au-delà de la violence psychique que peut me faire vivre ce regard dorénavant posé sur moi et sur la réalité de ce que je vis, il est quelque part, il devient ce regard une porte ouverte à un autre possible qui m'échappe. Et c'est bien là en fait que naît la contradiction fondamentale du maintien à domicile et de la question de cette ouverture de la porte. Laisser l'autre pénétrer dans mon intimité, c'est prendre un risque finalement. C'est prendre le risque de perdre la main. Et en effet, il existe un certain nombre de règles, de droits, de coutumes reliées au chez-soi qui protègent l'individu du monde extérieur, mais qui surtout lui donnent l'opportunité de contrôler sa vie. Puisque bien avant d'être un lieu géographique et un espace d'habitation, le chez-soi, c'est le mécanisme d'appropriation d'un lieu que l'on fait sien, et cette appropriation, elle permet la constitution d'un espace psychique. Or, cet espace devient menacé par l'intrusion de ceux qui viennent vous aider, dont vous avez besoin, certes, mais dont vous ne souhaitez pas non plus qu'ils vous envahissent. Et donc, l'intervention du professionnel, qu'elle soit imposée ou recherchée, elle est toujours, quelque part, une volonté d'agir sur l'intime de l'autre. C'est-à-dire que l'intervenant, il se veut agent de transformation de la personne dont il a la charge, en contribuant à la redéfinition de normes, de la vie conjugale, de la vie familiale, de l'hygiène, de l'aménagement du logis, etc.
Et ce changement, il ne vise pas seulement les comportements au niveau manifeste, il est en fait une intériorisation d'un ensemble de règles auxquelles il va falloir quelque part se soumettre. C'est une sorte de modelage du fonctionnement psychique. Mais ai-je envie que mon domicile devienne un territoire d'intervention sociale? C'est là tout le statut paradoxal du domicile, en fait, qui va devenir à la fois un lieu de vie et un espace professionnel. Et ce double visage, il a pour effet de remettre constamment en question les frontières communément admises entre sphère publique et espace intime. Donc en devenant un lieu d'intervention, le domicile va acquérir d'autres significations. Ce qui veut dire que lorsque le travailleur, quel qu'il soit, s'introduit dans cet espace privé, certaines pratiques communément assurées par des membres de solidarité du réseau familial vont se professionnaliser. Et si l'on ne fait pas preuve d'une grande prudence, l'intime peut alors devenir l'objet d'un savoir scientifique, normatif, dont le professionnel serait l'expert. Et cette professionnalisation de l'accompagnement, elle entraîne en fait comme un miroir une instrumentalisation de l'espace domestique. Et c'est là que l'espace intime risque de répondre aux logiques de la prise en charge et aux projets des professionnels et non plus aux seules aspirations de l'habitant, malheureusement. Or, les transformations déjà subies au sein du couple et de la relation à soi-même qu'amène à vivre la maladie d'Alzheimer rendent forcément d'autant plus frileux la personne. Je suis déjà assez bousculée dans tous les sens. Vais-je permettre à un intervenant extérieur de venir chambouler encore mon équilibre, aussi précaire soit-il? Vais-je encore m'en remettre à cet autre? Et c'est bien là que nous avons un rôle à jouer, d'après moi. En tant que psychologue, voilà, travaillant au sein de la PTA, il s'agit d'un travail pas à pas, nécessitant du temps. Il s'agit de prendre en compte les aspirations de la personne, de respecter son rythme de cheminement, en valorisant toujours sa position de décideur, en valorisant son autodétermination, en valorisant sa capacité à effectuer ses propres choix. Et pour moi, ce n'est qu'en travaillant sur ces points bien précis que je peux devenir, en tant que psychologue, une des pièces, entre guillemets, facilitant l'ouverture du dedans au dehors, tout en veillant bien sûr à ce que cette ouverture ne soit pas subie, au contraire. Dans ma pratique, je vais attacher une importance toute particulière à ce que l'usager soit le seul maître à bord, à ce qu'il soit acteur de son maintien à domicile et non spectateur. Alors, c'est sûr, lorsque ce travail d'affirmation de soi est un peu laborieux, avec l'accord de la personne, je peux être un des interlocuteurs privilégiés vis-à-vis des intervenants, mais me voulant toujours le porte-parole de la personne, faisant valoir ses désirs et ses choix. Mais tout ceci ne peut se faire sans qu'une relation de confiance soit établie. On est dans une vraie clinique du lien. Mais voilà, je pense que ce travail est véritablement nécessaire pour que l'ouverture se fasse sans violence, entre guillemets. Et l'introduction d'un professionnel autre, social, pourra être entrevue, du coup, en temps voulu. Du coup, dans cette nouvelle configuration, entre guillemets, cette main tendue, que je voyais si menaçante, tant elle semblait m'imposer la direction à suivre, devient finalement cet appui, ce coup de pouce dont je vais avoir, peut-être juste ponctuellement, pour aller vers le cap que j'ai choisi de suivre pour ma vie. Et donc voilà, vous allez voir avec ma collègue maintenant, Madame Aline Dazan-Hébert, en quoi cette création du lien qui peut s'avérer difficile dans le contexte de la maladie d'Alzheimer va demander au psychologue d'interroger sa pratique clinique. Merci Vanessa. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. A priori, non. Celui-là non plus. On va partager. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux? Oui, on dirait. Bonjour. Donc, pour ce faire, pour décliner cette question... le baisser un peu. Merci. Voilà, donc pour parler de cette question justement de l'établissement du lien et de l'intimité de la personne avec elle-même, je vais m'appuyer sur une rencontre, une de ces rencontres avec un grand R que l'on fait parfois dans sa pratique clinique et qui justement vient interroger cette pratique. À la fin de l'année 2013, l'association France Alzheimer, pour laquelle j'interviens depuis de longues années,
est sollicité par un aidant, que nous nommerons Roger, pour plus de facilité, qui appelle l'association pour trouver de l'aide, pour trouver une solution, alors je cite, pour prendre en charge sa compagne pendant qu'il partira en voyage. À la suite de cet échange, une rencontre à domicile donc est proposée, donc c'est accompagné d'un bénévole que je me rends au domicile de ce couple. Nous arrivons, nous installons dans la cuisine, le conjoint s'installe bien en face de nous, alors que sa compagne, Valérie, prend une chaise et s'installe à l'autre bout de la table, vraiment décalée par rapport à nous. J'essaye de solliciter cette personne que nous nommerons Valérie, mais malgré tout, c'est son compagnon qui nous décrit la situation, qui nous présente les choses. La situation est celle-ci, donc Valérie a 53 ans, donc elle est relativement jeune. Elle a eu une carrière d'ingénieure depuis 2 ans. Il y a 2 ans, d'après son compagnon, elle a fait ce qu'il décrit comme une grosse dépression. À savoir qu'elle rentrait du travail, elle se mettait sur le canapé, elle était scotchée là, selon ses termes. Plusieurs mois d'arrêt de travail s'en suivent, mais elle souhaite reprendre l'activité et très très vite, elle se rend compte qu'elle ne comprend plus du tout ce qui se passe au niveau du travail. Elle n'arrive pas à mémoriser les consignes, ça devient extrêmement douloureux pour elle, donc nouvel arrêt de travail et examen pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, le diagnostic tombe, maladie d'Alzheimer. Toujours, c'est son mari qui parle. Pour son mari, c'est, voilà, même s'il avait notion que peut-être que certains cas très très jeunes étaient recensés, il a quand même eu un soulagement de pouvoir mettre un nom sur cette maladie. Pendant tout cet exposé, Valérie est là, elle n'intervient pas, elle ne fait aucun mouvement autre que se rouler une cigarette après l'autre, se lever, aller chercher son briquet, se rasseoir, caresser son chien. Mais malgré mes sollicitations, j'essaye de reformuler, de m'adresser à elle. La seule chose que j'obtiens, c'est des mouvements d'épaule, c'est des et ça s'arrête là. Impossible d'entendre sa voix. Bon, elle m'évoque vraiment dans sa posture. J'ai au bout de la table, sur une chaise, vraiment un petit oiseau tout perdu, tout fragile, tout replié, enfin tout dans sa posture exprime cette fragilité-là. Bon, l'entretien se passe. Au moment de la conclusion, j'en arrive à proposer un dispositif que met en place France Alzheimer qui s'appelle le suivi malade jeune, à savoir des rencontres régulières entre un psychologue, la personne touchée par la maladie, et selon les besoins, son environnement familial, son environnement professionnel ou son environnement social, selon les situations. Et là, j'entends quand même la voix de Valérie qui me dit « Oui, je veux bien, mais sans les messieurs », à savoir sans son compagnon et sans le bénévole qui m'accompagnait ce jour-là. J'étais contente d'avoir entendu sa voix. Lors de la première rencontre, toutes les deux, très vite, je me rends compte que l'entretien classique, en face à face, autour d'une table, ça ne correspond pas du tout. Je la sens stressée, là aussi, recours aux cigarettes, et j'en roule une et j'en roule deux. Et j'aperçois dans la pièce, donc toujours au domicile, l'objet que vous avez là-haut, en photo, cette bibliothèque, qui attire mon attention. Voilà. Et donc, je pose la question à Valérie, on se lève, on s'approche de cette bibliothèque, et je lui fais part du plaisir que j'ai à voir cet objet, que je trouve très joli. Et là, changement complet de relation. Elle me détaille que c'est elle qui a fait cet objet, que cette bibliothèque est en carton. Elle m'explique étape par étape comment elle l'a réalisé. Et puis vraiment, on sent la passion dans ses propos. Elle me montre son atelier, elle me montre l'œuvre en cours, etc. Et la rencontre avec un grand R se fait à ce moment-là. Valérie est quelqu'un qui a toujours été très créative, de par son métier d'ingénieur, mais aussi voilà, de par son talent. Elle est très habile de ses mains et à la suite d'une exposition, elle a découvert ce matériau qui est le carton, puisque pour elle, le travail du bois était devenu trop difficile. Les troubles de la maladie, notamment la planification, faisaient qu'il y avait beaucoup d'essais, d'erreurs, et avec le bois, c'était trop compliqué. Et elle a eu l'idée d'utiliser ce matériau-là, qui en fait est gratuit, et donc permet de se tromper. Voilà, il y a la place pour l'erreur avec le carton. Et sous mes yeux, au fil de cet entretien qui a duré peut-être 3/4 d'heure, je l'ai vu passer vraiment de cette position de petit oiseau tout perdu, tout fragile, à une artiste passionnée et passionnante quand elle parle de son art. Et comme le lien avait commencé à s'ébaucher, j'en ai profité pour lui faire part de ma surprise de ne pas avoir entendu sa voix lors du premier entretien. Et là, sa réponse m'a vraiment marquée, puisque je l'ai noté tout de suite en sortant pour être sûre de ne pas trahir ses mots.
Depuis qu'on m'a dit que je suis malade, dès que je parle, on me dit que je ne sais plus ce que je dis, que je ne me rends pas compte, que je ne comprends pas, que c'est la maladie, alors je me tais. » Cette phrase-là, vraiment, par rapport à la personne que j'avais en face de moi, m'a vraiment bousculée. Voilà. Sur le moment, je ne l'ai pas forcément travaillé tout de suite, mais en tout cas, ça m'a fait quelque chose. Et j'ai regardé qu'effectivement, malgré tout l'amour, je me suis rendu compte que malgré tout l'amour, toute la bienveillance de son compagnon, qui réellement était très investi pour le bien de sa compagne, hein, c'est quelqu'un qui faisait vraiment tout ce qu'il pouvait pour que sa compagne aille bien, Valérie était persuadée de ne plus être capable, de ne plus savoir, que les gens qui l'entourent savent mieux qu'elle ce qu'elle doit penser, ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit croire ou pas. Les quelques troubles cognitifs qui étaient présents au moment de cette rencontre ne peuvent pas expliquer à eux seuls cette diminution significative du sentiment de compétence personnelle. Elle avait quelques troubles du langage, quelques manques de mots, mais qui étaient vraiment très très légers, quelques petits troubles de mémoire à l'époque, donc ça ne suffisait pas à expliquer ce sentiment vraiment très, très diminué. Je décide donc d'orienter le travail avec Valérie sur une démarche qu'on appelle l'empowerment, à savoir la rassurer sur la pertinence de sa perception de la réalité, sur sa capacité à gérer encore un certain nombre de choses au quotidien en travaillant ensemble sur des stratégies de compensation, vraiment pratico-pratiques, comment continuer à gérer le quotidien malgré les difficultés, et surtout à favoriser son expression, l'expression de ses choix, et le fait qu'il soit entendu par son entourage, la rassurer pour qu'elle puisse être entendue. Au fur et à mesure de ces rencontres, on trouve des supports relationnels issus de ses centres d'intérêt, de son quotidien, le travail du carton bien sûr, mais aussi les promenades avec son chien, enfin des choses qui vraiment font partie de sa vie de tous les jours. Je m'appuie vraiment sur sa vie de tous les jours. Au démarrage, c'est moi qui saisis les choses, les éléments de l'environnement. Et puis petit à petit, au fil des contenus, des rencontres, c'est elle qui finit par apporter ces contenus-là. Elle reprend confiance et c'est elle qui amène ces contenus. Alors j'ai bien conscience que ce mode d'accompagnement psychologique qui s'appuie sur des actions du quotidien partagées avec la personne peut paraître peut-être un peu surprenant. Parce qu'habituellement, dans les thérapies avec une médiation support, c'est plutôt le thérapeute qui va choisir le support qu'il pense le plus adapté au travail en cours. Là, c'est elle qui apporte les supports. Donc c'est elle qui prend cette initiative. En parallèle, ça s'est étalé quand même sur un certain temps, pendant ce temps, donc son compagnon participe à plein d'actions proposées en direction des aidants familiaux, à savoir formation des aidants, groupe de parole, relaxation, sophrologie, et du coup, son comportement envers sa compagne se modifie, change. Il devient moins surprotecteur, il la laisse faire de plus en plus de choses, et puis elle commence à revendiquer de pouvoir faire de plus en plus de choses par elle-même. Et la demande initiale qui avait motivé notre entrée en lien paraît très très loin, savoir la prendre en charge pendant qu'il partait voyager. Et nous avons été amenés à travailler tous les trois sur comment ils pouvaient partir tous les deux en voyage. La difficulté pour Valérie, c'était de dire ça ne sert à rien que je parte en voyage puisque je ne m'en rappellerai pas. Ce qui était un état de fait. Effectivement, elle n'aurait sans doute pas de souvenir de ce voyage en rentrant. Donc on a essayé de trouver un support qui lui convienne et qui permettrait de garder une trace malgré tout de ce voyage. Son choix s'est porté sur la photo, puisque c'est quelqu'un qui fait de la photo, et sur un journal de voyage qu'elle rédigera avec son compagnon au fur et à mesure de leur périple en Écosse, qui s'est déroulé en mai 2015. Ils sont partis tous les deux en Écosse. C'est un très mauvais temps, mais c'était un très beau voyage. Voilà. Au fil de ce suivi qui a vraiment duré, qui dure maintenant depuis 5 ans, alors certes ça s'est espacé, mais on continue à rester en lien, j'ai vraiment pu me rendre compte que l'avancée des troubles de la maladie de Valérie n'a pas empêché qu'elle puisse retrouver sa place dans le couple. Vraiment, elle a su reprendre sa vie en main, elle a souhaité être accompagnée pour rédiger elle-même son projet de vie pour la MDPH. Dans la foulée, elle a souhaité rédiger un mandat de protection future, des directives anticipées pour vraiment garder la main sur son avenir, pour être sûr que ses volontés pourront être respectées et seront respectées, même si elle ne peut plus les penser ou même les dire à ce moment-là. C'était important pour elle, c'était un soulagement de savoir qu'elle existerait jusqu'au bout de son accompagnement. Et finalement, les différents acteurs qui se sont succédés ou qui interviennent auprès de Valérie, on s'est fait la remarque que, certes, la maladie a avancé, mais pas aussi vite qu'on aurait pu l'imaginer.
Finalement, la seule chose qui a été vraiment un moment difficile, ça a été la conduite automobile, puisqu'on est en zone extrêmement rurale par chez nous, et sans voiture, il y a quand même une grande part de liberté qui s'évapore. Et pour Valérie, c'était très très important de continuer à conduire. Malheureusement, ça n'a plus été possible, mais c'est elle qui a fait le choix de laisser la voiture. Son compagnon n'a pas été dans la situation de devoir lui interdire l'accès à la voiture. C'est elle qui, à un moment donné, a dit non, c'est trop difficile pour moi, je préfère laisser la voiture. C'est un suivi qui a été très très formateur pour moi et qui a beaucoup changé aussi ma pratique autour des malades jeunes notamment. J'ai souvent été, auprès de ces personnes, confrontée à ce sentiment de compétence personnelle très très réduit et que les troubles cognitifs seuls ne peuvent pas expliquer. Donc on est vraiment un patient qui me disait encore il y a peu de temps, ma femme c'est mon disque dur externe, elle connaît mieux que moi mes souvenirs, mais même si je l'aime, c'est quand même difficile de faire plus confiance à sa tête qu'à la mienne. Voilà. Et c'est cette réalité que je rencontre très régulièrement auprès des malades jeunes. Donc voilà, mon travail est vraiment le plus souvent axé sur cette démarche d'empowerment. Et j'utilise cette méthode qu'on a créée, qui existe sans doute ailleurs, j'imagine bien, mais voilà, qui s'est mise en place avec Valérie, à savoir de partager l'action du quotidien avec la personne que j'accompagne, sur la base du support qui vont être proches des centres d'intérêt. Donc même si ça prête parfois à sourire, il n'est pas rare pour moi de mener un entretien avec des bottes en caoutchouc dans un jardin potager ou avec une paire de baskets en allant faire une balade dans le Vercors. Voilà, la maladie va toucher l'élaboration abstraite, donc je vais m'appuyer vraiment sur des choses du quotidien, sur du réel de la personne pour créer ce lien-là. Donc des suivis comme celui-ci, j'en ai mené un certain nombre, j'en mène encore, mais il semblerait que la maladie, c'est une observation clinique pour l'instant, que la maladie avance moins vite lorsque le sujet se sent acteur de ce qui se passe pour lui. Voilà, ça paraît une constatation que vous partagez peut-être. Reste maintenant à le démontrer scientifiquement, à le vérifier scientifiquement. C'est là où j'appelle à l'aide. Donc voilà, c'est le travail des années qui arrive pour moi. Pour nous en fait. Donc voilà, dans cet exemple d'accompagnement d'une personne, on a vu à quel point le psychologue ne peut pas faire l'économie du travail avec l'environnement familial et notamment avec le couple. C'est maintenant Emmanuelle qui va nous parler de cette thématique-là. Merci Aline. Donc moi, ça va faire 6 ans que je travaille au sein des plateformes d'accompagnement et de répit de la Haute-Garonne. Et la mission du psychologue dans ces services sera d'apporter du soutien aux aidants familiaux et à leurs proches aidés, de les aider à cheminer vers ce que parlait tout à l'heure Vanessa, cette nouvelle réalité qui est imposée par la maladie. Au fil de ces rencontres avec ces couples, je me suis interrogée sur comment cette maladie, cet Alzheimer, impacte sur le lien conjugal et vient bouleverser leur équilibre relationnel. Alors, si on compare le couple à un millefeuille, on peut découvrir sur ces différentes strates les moments marquants de sa vie. Tout d'abord, le moment où ils se sont rencontrés, le moment où ils ont décidé de faire couple, le moment où ils ont peut-être décidé de se marier, peut-être ont-ils décidé de fonder une vie de famille. Bref, tant de souvenirs qui vont venir colorer le couple et le rendre unique en son genre. Le couple est-il le même qu'au début de la rencontre? Les membres du couple sont-ils les mêmes qu'au début de cette rencontre? Plus largement, sommes-nous les mêmes qu'il y a 20 ans? Nous le savons bien, nous ne sommes pas imperméables aux événements de notre vie. Elles agissent sur nous et en même temps elles nous transforment. Lorsque la maladie d'Alzheimer arrive dans la vie du couple, c'est une nouvelle strate qui s'ajoute et qui fait irruption dans leur présent et ouvre à la question du changement, à la différence entre hier et aujourd'hui, et nous met face à l'inéluctable. En accord avec la pensée systémique, je considère dans ma pratique que la maladie d'Alzheimer se positionne comme un nouvel élément au sein du couple qui génère un bouleversement à la fois inter- et intrarelationnel.
L'infiltration de cet élément que je nomme l'élément étranger dans le système couple confronte ceux qui vont devenir des aidants familiaux à ce dilemme psychologique. Mon proche demeure, mon conjoint demeure, mais dans le même temps, il devient un autre lui. Progressivement, par sa présence, l'élément étranger impose une nouvelle dynamique interrelationnelle et transforme ses membres en un aidant et un aidé. Comment le psychologue intervient dans ce nouveau jeu relationnel imposé par la maladie et aide progressivement à l'acceptation de ce changement? Je vais tenter d'y répondre en vous témoignant de ma rencontre avec Michel et Jeanne. Ils sont tous les deux âgés de 82 ans et sont mariés depuis 64 ans. Il y a 2 ans, Jeanne a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer et c'est leur fille qui est à l'origine d'une demande de soutien psychologique parce qu'elle s'inquiète pour la santé de son père et, je la cite, elle me dit « Depuis qu'Alzheimer est rentré dans nos vies ». Après un court échange téléphonique avec Michel, nous convenons que je rencontrerai le couple à leur domicile. Le jour du rendez-vous, sur le trajet, j'imagine cette future rencontre et je me dis que je vais rencontrer un couple et qu'ensemble, nous allons parler d'Alzheimer. À mon arrivée, surprise, Michel m'attend sur le palier de la porte et insiste pour me rencontrer d'abord seul. Il m'invite alors dans sa pièce où il vient se ressourcer de temps en temps, comme il dit. Je découvre un endroit décoré par des photos de famille, mais également de nombreux instruments de musique sont accrochés au mur. Finalement, dans cette pièce, je vais découvrir que Michel est un homme de scène, qu'il a joué dans de nombreux groupes de musique et il se définit comme un autodidacte. Dès nos premiers échanges, il va me dire « Si je vous présente mon épouse, ne prononcez pas le mot d'Alzheimer ou de maladie. Elle ne sait pas qu'elle est malade, et il ajoute, c'est important pour elle et pour nous. » Ici, il m'explique sa règle du jeu, ne pas parler avec Jeanne de la maladie. Je me retrouve alors bloquée dans mon élan, moi qui pensais qu'on allait justement en parler. Comment aider le couple à cheminer si je ne peux pas nommer la présence de cet élément étranger qui est présent aujourd'hui? Et puis, pour quelles raisons ont-ils accepté de me rencontrer si c'est pour ne pas parler de ce qui fait problème pour eux aujourd'hui? Ce jour-là, dans sa pièce avec Michel, j'ai accepté sa règle du jeu, tout en lui confiant la mienne. Je lui rappelle le contexte de notre rencontre, notamment l'inquiétude de sa fille depuis qu'Alzheimer est rentré dans leur maison, et que probablement je ne serais pas devant lui s'il n'y avait pas ce problème aujourd'hui. Finalement, dans cet espace, lui et moi, on parle de nos règles du jeu, on les partage. En guise peut-être de confiance, il me présentera Jeanne après cet entretien. Au deuxième rendez-vous, Michel et Jeanne m'accueillent dans leur salon. Nous décidons de nous installer autour de la table à manger. Je les vois hésiter quelques moments pour prendre leur place et puis finalement, ils vont décider de se mettre côte à côte. Dans cette relation à trois, je constate qu'il n'y a pas de place pour les plaintes ni pour les difficultés du quotidien. D'ailleurs, j'ai le sentiment d'être de trop. En effet, ils m'expliquent tous les deux que les choses vont bien. Lorsque je demande si les choses ont changé, Jeanne affiche un sourire et répond « Non, si ce n'est que parfois mon mari veut prendre ma place dans ma cuisine. » Par moments, nos échanges sont perturbés parce que je repère les manifestations de l'élément étranger, comme les répétitions, les manques du mot, les oublis. Et lorsque cela arrive, je vois Michel s'en amuser et le tourner à la dérision. Il me regarde et dit « Vous voyez, c'est comme ça que je fais. Dès que Jeanne se met à dérailler, tout doucement, je la remets sur les rails. Et quand je demande comment Jeanne vit cela, elle répond « Mon mari s'inquiète pour moi. Il m'aime, vous savez. » Et peu à peu, je me sens embarquée dans le jeu relationnel du couple. J'ai l'impression d'assister à une comédie romantique. Dès que Jeanne
déraille entre guillemets, Michel joue le comique et elle rit aux éclats. Dans cette relation triangulaire, je prends donc la place de témoin et deviens le dépositaire de l'histoire du couple. Ils vont me montrer leur photo de mariage. D'ailleurs, elle va rester sur la table pendant notre échange. Et ils vont me raconter leur rencontre, un bout de leur histoire. Et petit à petit, vont me livrer leurs tourments. J'apprendrai que Michel a été gravement malade par le passé, qu'il a frôlé la mort et a dû être hospitalisé pendant plus de 3 mois. Ils vont m'expliquer tous les deux que pendant ces 3 mois, la famille a rendu visite de nombreuses fois à l'hôpital pour Michel. Et Jeanne va dire « J'ai cru ce jour-là que j'allais le perdre ». Michel va me confier combien il se sent responsable de la souffrance qu'il a pu causer à ses proches et notamment à Jeanne. Et elle aussi, dans ce temps, elle va nous confier son inquiétude pour la santé de son mari, qu'elle trouve très fatigué. Je comprends un peu mieux leurs règles du jeu. À travers la comédie, chacun finalement joue à rassurer l'autre. Ici, il n'y a pas de place pour parler des effets d'Alzheimer, de la maladie, de ce que sera fait demain. Le couple parle au passé et s'amuse, du moins en apparence, de ce que je considère la présence de l'élément étranger. Ici, le couple se raconte et je vais prendre la place de spectateur. Comment puis-je les aider à parler de l'élément étranger? Il y a comme une sorte de dénégation de ce réel auquel je participe, puisque j'ai accepté les règles du jeu dès le départ. Je me sens pris au piège avec pour injonction « Aidez-nous à faire comme s'il n'y avait pas de problème ». C'est finalement Jeanne qui va me donner le chemin à suivre, parce que l'inquiétude de Jeanne résonne avec la mienne. Moi aussi, je suis inquiète. Je deviens inquiète pour Michel, que je trouve très fatigué. Du coup, j'orienterai ma prise en charge de suivi sur Michel, mais veillerai à organiser ces séances dans les moments où Jeanne est occupée dans une autre pièce avec son auxiliaire de vie. Dans nos entretiens individuels avec Michel, il tombe le masque. Il me confie que par moments, il ne reconnaît plus son épouse, que parfois elle a le regard fuyant, qu'elle entre dans son monde, et il va m'expliquer ses différentes ruses pour apaiser ses troubles du comportement. Ensemble, nous parlons de son jeu, de sa comédie pour composer avec les effets de la maladie. Et je l'aide progressivement à relier ce qu'il appelle bêtises, bizarreries, étranges, à la présence de l'élément étranger. Parler de la maladie comme une troisième personne permet de mettre du sens à ce que nous observons et ouvre à de nouvelles questions. Qu'est-ce que la présence d'Alzheimer suscite chez vous? Quelle place occupe-t-elle pour vous aujourd'hui? Dans ces entretiens, Michel conjugue le passé et le présent. Jeanne a toujours été une excellente cuisinière, mais maintenant elle ne sait plus, elle ne peut plus, et c'est moi qui dois me mettre au fourneau. Au début, je lui en voulais, car je croyais qu'elle le faisait exprès. Mais maintenant, je me dis que c'est cette autre, cette troisième personne, la maladie, et ça m'aide à relativiser. Peu à peu, Michel va m'ouvrir les peines de son cœur, notamment sa peur que Jeanne ne le reconnaisse plus un jour et sa peur d'être séparée de l'amour de sa vie. Après 5 mois d'intervention auprès du couple, Jeanne reçoit de nouveaux professionnels comme une orthophoniste, une équipe spécialisée Alzheimer. Et le couple commence à entrevoir la possibilité que Jeanne aille en accueil de jour. Ces expériences cliniques, comme celles que j'ai vécues avec Jeanne et Michel, m'ont fait prendre conscience de la nécessité de créer des contextes dans lesquels il devient possible de parler, nommer, représenter la maladie. C'est à mon sens nécessaire pour aider les couples à cheminer vers l'acceptation de cet autre, de cet élément étranger. Sinon, comme le précisait Vanessa tout à l'heure, il peut y avoir risque du chaos, de perte de sens ou de la confusion. À partir de cette idée, je développe depuis 2012, en collaboration avec des acteurs du champ médico-social, un modèle d'intervention favorisant une mise à distance de la maladie au sein du couple.
Nous organisons une fois par mois et dans différents lieux une rencontre simultanée où le couple est invité à venir ensemble. L'idée est simple, les couples sont accueillis sur un temps limité ensemble, puis chacun va rejoindre son propre groupe, celui des aidants et celui des aidés. Dans ce groupe, l'aidant vient y décharger sa culpabilité, y vider son sac, ses frustrations, ses colères, ses craintes. Il y compare sa situation à celle des autres. Michel est venu partager ses ruses et entendre celles des autres. Il découvre qu'il n'est pas le seul à vivre avec la maladie, à composer avec elle. Pour nous, ils sont aidants. Pour eux, ils sont d'abord époux ou épouses, en quête de clés. Au moment où chacun est invité à se présenter, il démarre toujours par la même phrase. « Je suis Michel et je viens pour mon épouse qui a la maladie d'Alzheimer. » Et du côté des aidés, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, mes collègues vont me confier que Jeanne, il parle de ses problèmes de mémoire, de ses oublis, que d'autres personnes vont nommer Alzheimer. Là encore, il semblerait que parler de ce qui fait problème pour eux aujourd'hui soit plus facile séparé de son aidant. Lorsqu'au loin je les vois arriver, ils marchent côte à côte, ils se tiennent la main. Pour moi, ils font couple, ils sont couple. Et dans cet espace-temps, ils continuent de tricoter leur histoire malgré la présence de la maladie. Dans mon travail avec ces couples, je les aide à ajouter l'élément étranger dans leur bateau et j'embarque avec elles. Au fil de l'eau, ensemble, nous co-construisons des phares qui nous aident à affronter les vagues, les tempêtes, les secousses, et nous nous donnons toujours le même cap. Faire en sorte que l'équilibre relationnel soit le meilleur possible, afin d'éviter le naufrage. Finalement, avec nos 3 interventions, nous montrons que nous essayons de nous mettre au pas des familles et des personnes touchées par Alzheimer. Il n'y a pas de recette magique, le psychologue doit jouer avec sa créativité et surtout son authenticité. Une pratique qui se construit au fil des rencontres, par tâtonnement, qui se nourrit d'échanges, au fil des rencontres. Et aujourd'hui, c'est une rencontre entre vous et nous. Donc, place aux échanges. Merci. L'une ou l'autre question et puis on enchaîne sur ces 3 interventions. Il faut oser une première question, alors pour en lancer peut-être d'autres. Mais la question que j'ai envie de vous poser à toutes les 3, c'est finalement, vous vous arrangez bien en tant que psychologue pour quand même oser rompre leur intimité, non? Alors comment vous faites avec ça? C'était la question piège, hein. On n'avait pas prévu celle-ci. Comment on fait? On le fait avec... je crois qu'on essaye de le faire avec le plus de prudence possible. Voilà, c'est effectivement... La maladie fait que cette intimité va être mise à mal et je crois qu'avec le plus de respect, je ne vais pas parler au nom de mes collègues, mais il me semble que c'est ce qu'on partage, de respect, de prudence possible et de conscience. Et de vérité, voilà, moi je rajouterais de vérité, parce que lorsqu'ils nous ouvrent leurs portes, ils acceptent la rencontre. Ils vont arriver avec leur vérité, et moi quand je parle d'authenticité tout à l'heure, je crois que on ne doit pas tricher avec eux. Quand Michel me dit on ne va pas parler de la maladie, et que je lui dis mais je croyais que j'étais venue pour ça, je reste vraie avec lui. Il n'y a pas de triche. Je crois qu'on aura, en tout cas moi dans mon travail les familles, j'ai tout à y gagner en étant vraie avec eux. Et voilà. Pour gagner leur confiance, quoi. Tu voulais rajouter? Je disais que par rapport à la question qui est posée, il me semble qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la particularité de la posture du psychologue qui n'a rien à vendre, entre guillemets, je disais. L'assistante sociale, il faut qu'elle trouve une solution, il faut qu'elle mette de l'aide, etc., etc. Enfin, le médecin, il faut qu'il... Souvent, les professionnels autour
sont pris dans quelque chose à faire pour l'autre, et du coup il y a violence. Alors certes on rentre dans l'intimité, malgré ça, mais c'est vrai qu'il y a... on rentre dans la relation et on construit une relation avec eux. Oui. Et voilà. Oui, il y a la question de la temporalité qui est différente. Voilà, on ne travaille pas sur le même temps, on ne travaille que sur la relation. Et sur une logique d'action et de faire, on passe à une logique de penser les choses déjà. Et ce qui nous permet aussi d'accueillir la réalité de la personne telle qu'elle est. Puisqu'on n'a pas à la convaincre de quoi que ce soit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était à cette date? Est-ce que c'était avec cette personne? Moi, j'ai pas à rectifier. Je vais accueillir la personne, ce qu'elle m'amène, telle qu'elle l'amène. Ce qui peut parfois surprendre les aidants qui, eux, ont besoin de retrouver cette chronologie ou cette vérité. Donc voilà, c'est une posture qui effectivement est plus... qui fait peut-être moins effraction. Oui. Je trouve que cette posture, elle est difficile pour les professionnels des autres. Oui, d'accepter, tout à fait. Ils arrivent, ça bloque, on arrive tout doux, je ne dis pas qu'on fait... ça s'ouvre doucement, quoi. Et ça, c'est compliqué dans le travail avec les autres professionnels. Je pense que c'est pas une posture que de psychologue. Oui. En tant qu'assistante sociale, oui. On travaille avec des personnes âgées depuis de nombreuses années, il faut rentrer de personnes âgées. Je pense que c'est, à titre personnel, on y arrive aussi. C'est pas la fonction, c'est pas notre casquette qui va faire qu'on est plus vrai, moins vrai, ou qu'on va imposer quelque chose à la relation avec la personne, on la crée. Et on apprend à la créer au fur et à mesure de l'activité. Je pense que c'était plus en termes de mission. Ce que je veux reprendre, c'est ce que disait Rodolfo Di Bernard tout à l'heure dans sa présentation sur un des courants de la pensée systémique. C'est qu'on accepte de partir dans une construction de la réalité qui n'est pas la recherche de la réalité et qui ne s'appuie pas sur la réalité de ce qu'a été leur couple ou leur histoire. Et que dans cette autre réalité qui se co-construit, alors des choses se passent. Et ça les aide à bouger les uns les autres. Que l'on soit le gestionnaire de cas, le psychologue, etc. Mais que si on n'est que dans le faire et l'agir, cet espace d'une nouvelle réalité n'existe pas. Et pour moi, il y a une résonance. Enfin, on redécouvre ce qu'il y a déjà 30 ans, un des courants de la pensée systémique posé, enfin, le courant narrativiste, voilà, avec l'idée qu'on n'est pas là pour savoir la réalité des gens, mais on est là pour construire avec eux une réalité dans laquelle ils et nous vivons le temps de ce qu'on appelle Alzheimer, étranger. Parce que dans cette néo-réalité, dans cette nouvelle réalité, il y a bien la question de l'intrusion dans l'intime. Et on doit faire avec.